Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de comment parler quand on n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce titre. Voilà, déjà on commence bien cette pause de midi. Comme toujours, on se retrouve entre midi et 13 heures. Vous pouvez prendre un petit truc à manger, vous poser tranquillement devant votre ordinateur, devant votre PC. Profitez de ce moment de réflexion, peut-être aussi d'apprentissage avec notre expert du jour. Alexis Dresco. Salut Alexis. Salut Peter, merci pour ton invitation. C'est un plaisir de t'avoir ici. On a des personnes qui commencent à nous rejoindre. Je regarde un petit peu sur le côté, voir comment ça se passe. Vous pourrez tout le long de ce live interagir, poser vos questions, donner des commentaires, noter votre désapprobation sur ce qu'on est en train de dire. Après tout, c'est le sujet du jour. Et je me ferai le relais du mieux que je peux de tous ces commentaires envers Alexis lors de notre discussion. On a à peu près 1 heure ensemble, comme je le disais, et l'idée, ça va être de couvrir ce sujet qui est, je pense, au cœur de plein de considérations qu'on peut avoir quand on travaille en équipe, quand on est dans un contexte de travail en commun, mais aussi dans le contexte politique d'ailleurs, c'est quand on n'est pas d'accord, on fait quoi? Est-ce qu'on se tait? Est-ce qu'on ravale notre fierté? Est-ce que on tape du poing sur la table et on dit non, je ne l'accepterai pas. Voilà, comment est-ce qu'on peut gérer ces situations-là, sachant que c'est rarement évident, il y a des luttes de pouvoir, il y a d'autres personnes qui sont pas forcément d'accord avec nous non plus. Comment est-ce qu'on peut faire ça efficacement et surtout, en quoi faire ça efficacement, ça peut nous aider à travailler notre esprit critique. Le mois dernier, on parlait avec Kevin de Keki sur l'esprit critique, justement, ou de l'esprit critique, qui lui était chercheur sur la question. Et aujourd'hui, on a Alexis Dresco, qui donc est formateur en communication, esprit critique et IA, et a écrit un livre que je vous montre dans le stream, L'art de ne pas être d'accord. L'art de ne pas être d'accord, mais aussi de développer son esprit critique au travail. Alors Alexis, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre, à t'intéresser à cette question de l'art du désaccord? Hem, alors en fait, ça a commencé à m'intéresser quand j'étais salarié. Maintenant, comme tu l'as dit, je suis formateur, j'ai ma propre activité, mais avant, j'étais salarié dans l'économie sociale et solidaire et j'ai découvert pas mal de nouvelles manières de travailler, pas mal de nouveaux managements. Alors c'est pas récent, hein, mais depuis les années 80-90 et encore plus, fort dans les années 2000. On a développé pas mal dans les boîtes de management plus En fait, participatif, de l'intelligence collective, même de gouvernance partagée pour les boîtes qui vont, un petit peu plus loin. Et du coup, en observant ça, moi, dans la boîte dans laquelle j'étais, qui était aussi une entreprise, qui était assez en accord avec ces principes-là, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un impensé, un truc dont on ne parle pas trop en fait dans les organisations, c'est justement l'esprit critique. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais attends, pour faire de l'intelligence collective, il faut déjà que les gens osent exprimer, si ce n'est un désaccord, bah, un petit peu leur opinion, donner leur avis en réunion de manière assez libre. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident pour tout le monde. On a des dispositions naturelles qui sont plus ou moins importantes, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille. Tu vois, tu es formateur aussi comme moi. Si on demande, si en formation, on explique un truc et on dit, bah voilà, est-ce que vous avez des remarques? Bah, la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose qui se passe et les gens disent non, non, voilà. Alors, organiser le côté désaccord, c'est quelque chose qui se travaille. Euh, voilà. Donc, en fait, j'ai commencé à réfléchir mmh, à cette question-là et le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup lu. C'était vraiment de la lecture d'études, d'essais sur le thème de l'esprit critique, du désaccord. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses sur l'esprit critique au travail. Donc, ça m'a mmh. beaucoup intéressé de travailler ce thème-là. Hmm. Ouais, certains nous diront, c'est peut-être pas pour rien qu'il n'y a pas grand-chose sur l'esprit critique au travail, parce que peut-être que nos personnes dirigeantes ne veulent pas d'esprit critique. Peut-être que ce qu'elles veulent, elles, c'est des esprits qui s'alignent. Alors, on nous parle d'alignement toute la journée, pas forcément de critique. Qu'est-ce que tu penses que le désaccord joue comme rôle dans cette double injonction, à la fois de prendre des bonnes décisions, de faire en sorte que les projets fonctionnent, etc., ce qui peut nécessiter de l'esprit critique, hein, effectivement, de bien analyser les situations, les contextes dans lesquels on agit, et en même temps cette injonction à l'alignement, à se mettre d'accord, à avancer ensemble, parfois surtout à avancer avec ce que la direction nous dit de faire.
Ouais. Alors, en fait, pour moi, il faut faire une distinction, entre un désaccord systémique où, en fait, on est salarié dans une entreprise, par exemple, ou dans une structure et en fait, on va être en désaccord, on va être désaligné avec la boîte en elle-même. Et là, pour le coup, c'est même pas ce dont je parle, en fait, d'un désaccord, Mmh. dans des opinions qui divergent. Ça va être plutôt, en fait, vraiment un désalignement. Pour moi, c'est pas exactement la même chose. On peut être tout à fait aligné avec le projet de la structure qui nous emploie et en même temps être en désaccord sur certaines décisions, sur certains trucs voilà, qui sont le quotidien d'une vie de tout groupe humain finalement. Mmh. Donc, pour moi, en fait, il faut faire la distinction entre, et tu disais aussi, il y avait un côté, on n'a pas toujours envie de, voilà, d'avoir la critique dans les entreprises. Pour moi, en fait, on a peur, il y a pas mal de boîtes qui ont peur du désengagement. Au fond, il y a ça. En fait, on se Mmh. dit, un peu inconsciemment, que si les personnes sont en désaccord, on ouvre la voie à ce qu'ils se désengagent de l'entreprise, en fait. Alors que justement, il y a pas mal de travaux qui montrent, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre aussi, que bah, le fait d'accepter le désaccord, de permettre aux gens de ne pas être d'accord et de le dire, bah, ça augmente la qualité de vie au travail parce que ça fait que les gens ils se sentent plus impliqués dans les décisions. Donc, au contraire, ça peut même renforcer l'engagement, de leur permettre de ne pas être d'accord. Après, si vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes complètement désaligné avec tout ce qu'ils font, le sens, la mission et toutes les décisions qui sont prises, là, en fait, effectivement, c'est un moment où il faut se poser des questions sur voilà, son cadre professionnel et son avenir professionnel, quoi. Ouais, tout à fait. C'est des questions, on va dire, de cadre. Je suis d'accord avec la mission, les buts, c'est pour ça que je suis là. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, on peut avoir des désaccords. Et c'est à l'intérieur de ce cadre dont on parle. Comment est-ce qu'on a des désaccords peut-être plus productifs, qui fonctionnent mieux, et surtout comment est-ce qu'on en a tout court? Parce que ce que tu disais plus tôt, c'est que parfois on va pas oser l'exprimer. Qu'est-ce qui peut faire qu'on n'ose pas exprimer un désaccord? Selon toi, qu'est-ce que tu vois dans la recherche là-dessus? Ouais, alors du coup, de l'autre côté, en tant que salarié ou pas d'ailleurs, quelqu'un dans le Hmm. travail, ça peut être des indépendants et tout, on peut ne pas oser parce que on a peur, justement, en fait, d'être un petit peu mal regardé après. Si on exprime son désaccord, on a l'impression que, en fait, on va briser la loyauté qu'on attend de nous, euh, voilà, notamment vis-à-vis de ses chefs, de ses hiérarchies, quoi. Donc c'est quelque chose qui peut arriver et je tiens quand même à préciser qu'il faut faire attention à ça. Mon message, c'est pas non plus monter sur les tables et dites tout le temps quand vous n'êtes pas d'accord, parce que euh, tout le monde n'est pas aussi réceptif au désaccord. Hmm. Il y a encore effectivement des organisations très hiérarchisées avec une décision qui n'est pas partagée et où effectivement le désaccord va être découragé, si ce n'est puni dans les cas les plus importants. Donc, en fait, je pense que la peur joue un rôle important. Et l'autre truc, c'est un peu le manque de confiance qu'on peut avoir en soi-même. C'est-à-dire que quand on est, j'ai donné une interview aussi pour un magazine féminin, en fait, où on me posait la question pour les femmes. C'est vrai qu'en fait, souvent, il y a cet enjeu dans les femmes, pour les femmes dans les organisations, à, à pouvoir s'affirmer de manière aussi libre que les hommes. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un enjeu aussi, quoi. C'est vrai que oser dire son désaccord, c'est complètement lié à l'estime qu'on a de soi-même. Et c'est quand même assez fort. Exprimer son désaccord dans une situation de travail, c'est dire implicitement, en infra quelque part, bah, mon avis compte, mon avis a du sens et mérite d'être exprimé et Hmm. mérite de peser dans la balance de la décision qu'on va prendre. Donc, Ouais. donc voilà. Oui, oui, il y a cette considération de soi-même. J'ai un truc à dire et ça en vaut la peine. Ça vaut le coup. C'est peut-être un apport intéressant. Et c'est vrai que parfois, derrière un syndrome de l'imposteur ou une impression de pas apporter beaucoup de valeur dans la discussion, on préfère se cacher, on préfère ne pas dire, alors que ça aurait pu contribuer positivement à une décision, par exemple. Et en même temps, on voit aussi la pression sociale qu'il y a peut-être à ne pas exprimer les accords.
parce que on ressent bien peut-être Mmh. que bah là notre boss il vient nous faire une présentation, il est tellement fier de ce qu'il a dit, si on vient lui dire que ça va pas, il va mal le prendre et du coup entre la hiérarchie, le pouvoir et la volonté de plaire, la volonté pro-sociale, presque dans ce cadre-là, eh ben, on va se retrouver à se taire et peut-être préférer des bruits de couloir au moment d'expression directe. Et justement, toi, face à cette situation-là, qu'est-ce que tu préconiserais du coup? Comment est-ce qu'on devrait aller au front de nos désaccords, quoi? Comment est-ce qu'on devrait le faire de façon à être productif? Alors justement, c'est tout le sujet de mon livre parce qu'une fois qu'on a dit que c'était, peut-être une chose qui pouvait être bonne, qui pouvait être bénéfique pour soi et pour l'organisation aussi d'ailleurs, d'exprimer son désaccord, bah, il y a un peu le comment on fait. Déjà, en fait, pour moi, c'est pas tout rien. C'est-à-dire que, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a un peu une vision du désaccord comme une sorte de harangue qu'on ferait, à ses à ses collègues. Alors que le désaccord, ça peut passer par des choses beaucoup plus subtiles. Ça peut passer par une question, par exemple. Hmm, Le fait de dire, tu donnais l'exemple d'un patron qui fait une présentation, qu'on est fier, au lieu de dire non, mais c'est complètement nul votre présentation, où là, effectivement, il va se vexer. Enfin, je prends un cas un peu extrême, de poser une question, de dire j'ai pas très bien compris tel point, je comprends pas bien le lien avec tel truc, est-ce que tu peux me réexpliquer? Et ça envoie pas du tout le même message de poser une question. En fait, on exprime un désaccord, on exprime une friction avec ce qui a été dit, avec ce qui a été hmm, présenté, mais on le fait en posant une question, c'est-à-dire qu'on va euh, inclure la possibilité qu'on n'a pas tout compris, en fait. Et ça, c'est un point hyper important dans l'esprit critique aussi, c'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est la remise en question de soi-même, de sa propre cognition. C'est-à-dire que quand on a envie d'exprimer un désaccord, bah, des fois, notre désaccord, il est plus ou moins fondé. Des hmm, fois, en fait, il y avait des éléments auxquels on n'avait pas pensé. Il y avait des éléments factuels qu'on n'avait pas. Ou alors, des fois, on a beaucoup d'émotions sur le sujet. Et du hmm, coup, notre désaccord, il est pas moins légitime, mais il est moins rationnel. hmm, Donc, comment faire pour exprimer un désaccord? Déjà, se remettre en question soi et essayer d'analyser, est-ce que c'est un vrai désaccord? Est-ce que c'est un désaccord parce que en fait, je le déteste, mon patron, et que à chaque fois qu'il dit un truc, j'ai envie d'aller contre lui? Ou est-ce que c'est un vrai désaccord de fond que je peux exprimer, quoi? Donc, peser un peu les hmm, choses et après l'exprimer, soit en posant une question ou alors avec une intention collaborative plutôt qu'une intention conflictuelle. hmm, Et ça, c'est quelque chose qui se sent très vite, quoi, quand on a une intention, en fait, même en posant la question, si on a un ton qui est agacé, qui est très agressif, finalement, bah, l'autre va le sentir et se braquer. Tandis que hmm, quand on exprime son désaccord, ou quand on pose une question de manière presque, j'ai envie de dire, naïve, quoi, juste, bah, j'ai pas compris ça, est-ce que tu peux me réexpliquer? Ou alors, là, je suis pas d'accord, je comprends pas. Bah, en fait, ça se passe beaucoup mieux en général. hmm. Ouais, ça peut mieux se passer. Mini question technique. Parfois, l'audio est un peu moins bon, la vidéo est un peu moins bonne. Je sais pas si tu as la possibilité de passer sur un réseau internet différent, mais voilà. Globalement, ça va. C'est juste que la vidéo est pas très bonne. Je te le dis, comme ça, si tu as la possibilité de le régler, c'est génial. Sinon, on peut continuer comme ça. Mais pour rebondir sur ce que tu dis. Euh, Moi, ce que j'entends, c'est donc déjà une première étape consisterait à analyser, donc face à un sentiment de désaccord, on va dire, à analyser est-ce que ça vaut le coup de l'exprimer ou pas et comment je l'exprime. Et dans le est-ce que ça vaut le coup, il y a un peu la question de l'émotion versus rationnel, c'est bien ça. Et donc, comment toi tu distingues les deux? Comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses entre c'est parce que je déteste mon patron que je dis ça, ou c'est une objection légitime? Comment, quelle est la technique pour faire la part des choses là? Moi, je pense que quand on a énormément d'émotionnel en soi sur un sujet, on le sent. En fait, tout le travail du désaccord et de l'esprit critique, pour moi, ça va être d'essayer de ne pas se mentir, déjà. De ne pas se mentir à soi-même, tout simplement. Et en fait, d'avoir une sorte de petit gendarme dans sa tête en se disant, là, tu penses ça, mais en vrai, au fond, tu sais bien que c'est parce que tu le détestes et que le désaccord, il n'est pas aussi légitime que ce que tu crois. Donc, je Hmm, pense que dans tous les sujets,
Si on a trop d'émotionnel, enfin, je sais pas, si on prend un autre exemple, on est en réunion, il y a une décision qui concerne le déménagement de la boîte, par exemple, et que vous êtes pas d'accord, bah, le fait d'exprimer son désaccord et si vraiment on a quelque chose de très viscéral et qu'on exprime fortement son désaccord, quelque part, c'est suspect. En fait, il faut se mettre en question en disant: «Attends, mais pourquoi ça me touche autant? Pourquoi c'est si fort, en fait, en moi, ce truc-là?» C'est ça qu'il faut régler. Donc je trouve que c'est un peu, les émotions, il faut pas les faut pour moi, c'est de toute façon, je pense que c'est pas possible d'essayer de les faire taire complètement. Mais par contre, il faut faut les analyser. C'est des signaux, en fait. C'est comme des panneaux de signalisation sur nos comportements. Donc pour moi, c'est un élément important. Un autre élément aussi, peut-être, qui ferait un signal sur le fait qu'on peut être un peu à côté dans notre désaccord, c'est quand, au fond, on a une connaissance faible du sujet. Euh, Mmh. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma femme, elle est neuropsychologue. Donc, quand on parle de ce sujet-là, elle s'y connaît évidemment beaucoup plus que moi, mais à force qu'elle m'en parle, et ça touche des sujets de communication, etc. Donc, moi, j'ai envie de donner un peu un avis. Et j'essaye toujours de me rappeler que bah, je ne suis pas neuropsy, quoi. Donc, en fait, selon les gens, on peut avoir un avis, on peut avoir un avis très vite. Moi, je fais un peu le genre je fais un peu partie de ces gens qui ont un peu un avis sur tout. Et Mmh. c'est bien de se rappeler. Et c'est factuel, hein, je ne suis pas neuropsy, je n'ai jamais fait d'études là-dedans. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai rien à dire. Encore une fois, je peux poser des questions, je peux essayer d'apprendre des choses, hein, et puis, ou dire qu'il y a des trucs qui moralement enfin bref, me touchent. Mais en tout cas, être bien au clair sur les sujets qu'on connaît et les sujets qu'on connaît moins, tout simplement. Et quand c'est Ouais, un sujet qu'on connaît moins, bah, être plus prudent dans son désaccord. ouais. Donc là, j'entends deux choses dans ce que tu dis. Il y a d'un côté la dimension, les émotions sont des signaux, et à nous de détecter quel est le signal. Est-ce que c'est le signal que on a des intérêts qui sont eux qui peuvent être exprimés d'une manière différente, peut-être que la façon la plus émotionnelle. Le cas du déménagement, il me parle tout particulièrement parce que j'ai un client à qui ça a pu arriver récemment et qui me racontait toutes les demandes, la liste de demandes infinies à propos d'un déménagement potentiel de l'entreprise. Et notamment, un petit village de Gaulois qui résiste à l'envahisseur et qui fait tout pour pas déménager. Qui demande à rester un peu plus dans les anciens bureaux, un mois, deux mois, trois mois, quitte à attendre un départ, quoi. C'est-à-dire Mm. au point de vouloir partir. Et là, on parle d'un déménagement voilà, pas extrêmement significatif, c'est-à-dire on reste dans le même quartier, mais on est quelques arrêts de métro plus loin, quoi. Deux, trois arrêts de métro plus loin. Ok. Et c'est très intéressant de voir le processus qu'il y a derrière et à quel point les émotions vont traduire des demandes qui peuvent sembler assez déraisonnables. Donc des demandes énormes. Et que l'entreprise, quelque part, quand elle joue à ce jeu-là, à dire ok, il faut apaiser, alors on va dire oui aux demandes, en fait, nourrit un peu l'émotion d'injustice qui peut exister. Là où on pourrait imaginer qu'un processus, par exemple, de co-construction aurait pu éviter un certain nombre de réactions émotives à une proposition initiale de la part de la direction. Là. Bon, je m'avance un petit peu dans les solutions là, mais en tout cas, on voit bien que l'émotion est un signal, et ce signal, il traduit peut-être des intérêts, et ces intérêts-là, ils peuvent être négociés, ils peuvent être discutés, et peut-être d'une manière différente de ce qu'on imagine à l'origine. Et puis j'entends aussi le deuxième point qui est, euh, j'ai peut-être un avis spontané, mon cerveau, il est capable de fabriquer des avis, des opinions sur à peu près tout, euh, est-ce que mon avis est pertinent? Est-ce qu'il est juste? Et en fonction du niveau d'expertise que j'ai en face de moi, je vais peut-être plus avoir une posture de curiosité ou plus avoir une posture affirmée en fonction de mon niveau d'expertise. C'est ça que C'est j'entends, ça, ouais. Ok. exactement. Ok, super. Et donc, imaginons, voilà, on est dans cette situation, on a analysé un peu notre rapport aux émotions, les intérêts qu'ils traduisent, notre niveau d'expertise ou de compétence dans un sujet. Je suis amené à m'exprimer. Euh, une question typique qu'on peut se poser, c'est, ok, je suis en réunion avec mes équipes, là, je le fais maintenant? Je, je balance mon désaccord sur la table, j'attends la fin de la réunion pour en parler en one-to-one avec mon collègue. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de dilemme dans lequel on peut se trouver? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, je pense que le désaccord, alors ça dépend du cadre. Si on est en réunion, il faut faire attention de ne pas mettre quelqu'un au pied du mur.
En fait, moi, je vois vraiment le désaccord comme, non pas un truc qui nous sépare, mais comme un truc qui nous réunit, surtout au travail. Donc quand on est en réunion, on fait partie de la même équipe, on fait partie de la même boîte. Donc comme tu le disais au début, on a des objectifs communs, et du coup, quand on est en réunion, le but, c'est d'avancer ensemble. Donc affirmer un désaccord, un truc un petit peu touchy, Mmh, avec un collègue en plein milieu de la réunion devant tout le monde, ça peut être quelque chose, je trouve, qui est compliqué parce qu'on l'a des mmh, fois peut-être tous vécu, de se sentir au pied du mur devant les autres, ça peut être un petit peu mal vécu. Donc après, en fait, c'est à chacun, pour moi, d'essayer de sentir le bon moment. Déjà, pour moi, le premier truc, c'est de le préparer. Ça, pour moi, c'est le truc essentiel. C'est-à-dire que c'est pas balancer comme ça, un truc. Si on mmh, a un désaccord et qu'on a envie de l'exprimer et que ça nous tient à cœur, la première étape, c'est de se demander, comme on a dit, métacognition en mode, «Qu'est-ce que j'en pense vraiment?» Et la deuxième étape, c'est de se demander: «OK, maintenant je vais dire quelque chose. Quand je vais le dire? À quel moment? Dans quel cadre? Et où en fait?» mmh, Aussi le lieu en fait, est important. Donc pour moi en réunion, on peut exprimer un désaccord si on est dans un moment, dans une parole exploratoire, on va dire, où en fait on mmh, cherche des solutions. Alors on peut tout à fait un désaccord, hein, et si le cadre votre cadre de travail le permet. Par contre, s'il y a quelque chose d'un peu plus tendu ou d'un petit peu plus difficile, si c'est avec une personne, moi je privilégierais, mmh, un dialogue, one to one, et d'aller voir la personne, de dire: «Est-ce que tu as 5 minutes juste, cet après-midi? J'ai un truc à te dire, c'est important». Et puis même la préparation, moi je sais que ça peut paraître un petit peu scolaire, mais moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça et de le préparer et d'écrire un peu ce que j'allais dire. Parce que pareil, c'est un truc qu'on a déjà tous vécu, de se dire: «Je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça», et quand on est devant la personne, bah, les mots, ils sortent pas exactement comme on les avait pensés parce que peut-être qu'il y a un peu de stress ou peut-être que la personne nous intimide ou peut-être qu'elle réagit pas comme on l'aurait cru. Donc, mmh, moi, ça m'est déjà arrivé de sortir mon téléphone, de dire: «Écoute, je suis désolé, j'ai pris quelques notes parce que je ça me tient à cœur de bien dire les choses face à toi, là, c'est» voilà. mmh, Donc pourquoi pas préparer en fait, ce qu'on va dire, donc et pas mettre les gens dans l'embarras, mmh. heu et pour moi, en fait, il faut, préserver le lien. Donc le one to one, il est pas mal pour ça. Heu, L'écrit, par exemple, est difficile parce que, ça permet pas un lien humain. En fait, quand on exprime un désaccord par écrit, si c'est un vrai désaccord, ça peut être, un peu mal pris parce qu'on sait pas trop, on n'a pas le ton avec et on n'a pas le lien humain. Ouais, tout à fait. Il y a un sketch d'un duo comique américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Key and Peele, Keegan-Michael Key et Jordan Peele, qui ont un sketch comme ça où c'est deux amis qui s'écrivent des textos. Et l'un, on le voit, a des intentions parfaitement sympathiques, mais l'autre le traduit la lecture du texto comme si c'était agressif. En plein écrit, ouais, ok, pourquoi pas, comme tu veux. Et l'autre lit un truc du style euh, comment comme tu veux, je m'en fous quoi. Peu Ouais, importe. oui, Ouais. oui. Et c'est genre comment ça, peu importe, c'est important. Non. Et donc il y a cette Oui. tension qui se crée entre eux sans savoir en fait, sans avoir l'idée de l'intention de l'autre. Et c'est vrai que l'écrit, on a une perte de contexte énorme qui fait qu'on a tendance à envenimer des situations conflictuelles. Alors qu'on peut avoir l'intuition que c'est important de poser, d'écrire, de structurer. Donc ça, cette dimension-là, tu dis oui, bien sûr. Par contre, l'expression orale apporte une contextualisation qui permet à la personne de comprendre nos intentions. La tonalité de la voix, peut-être aussi l'attitude non verbale, ça donne des informations à mon interlocuteur sur mon intention, plus ou moins bienveillante à son égard. Encore faut-il que je sois capable de maîtriser ma voix et mon non-verbal dans ces situations. Ça, c'est aussi, je pense, une condition importante. Mais en tout cas, on voit la non-dichotomie entre préparation et oralité. C'est pas parce que je parle à quelqu'un, je peux pas me préparer, structurer mon propos de façon à m'assurer qu'il soit bien entendu, bien reçu. Ouais, puis en plus, le truc, c'est qu'il ne faut pas confondre désaccord et conflit. Si on est en Hmm, conflit avec quelqu'un, c'est autre chose. Et là, il y a de la gestion de conflit qu'on peut faire, et cetera. Pour moi, là, c'est pas la même chose, le désaccord. Le désaccord, c'est quand il y a un problème. Et c'est pour ça que moi, j'ai écrit sur le cadre professionnel, c'est qu'en fait, là, on n'est pas avec nos familles ou nos amis. En fait, on est là pour faire un truc commun quand même. L'entreprise, c'est quand même un milieu structuré. Donc pour moi, exprimer un désaccord, on n'est pas obligé de jouer son identité, quoi. En fait, on peut juste exprimer un désaccord, dire qu'il y a un problème. Et pour moi, l'important, comme tu disais, c'est un peu l'intention. C'est-à-dire que si on arrive avec l'intention de défoncer la personne, on aura beau s'exprimer comme on veut, on aura beau avoir préparé ce qu'on veut, et ben en fait, ça va mal se passer. Donc pour moi, le premier hmm, travail à faire, c'est un travail sur soi, de
de dissocier son identité et son opinion. De se dire, en fait, bah, je pense ça, et puis si on n'est pas d'accord avec moi, bah, c'est pas grave, ça remet pas en question moi, ce que je suis, Mmh. et ma compétence dans mon travail, mon rôle et tout, quoi. Donc Mmh. pour moi, c'est aussi un enjeu important de se dire, en fait, quelle intention j'ai. Est-ce que j'ai envie vraiment d'avancer avec la personne, ou est-ce que, en fait, j'ai envie, parce qu'on a tous un petit diable en nous, j'ai envie de lui rentrer dedans, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ça fait penser à là, un commentaire de Kevin, justement, notre invité du mois dernier, qui parle, euh, lui, donc d'esprit critique, comme toi, et ce lien avec, entre ce sentiment d'être en désaccord avec quelque chose, de vouloir l'exprimer, et le besoin d'esprit critique qu'il y a parfois en amont, c'est-à-dire, ok, est-ce que ce désaccord il est vraiment légitime, pertinent, etc. Et en aval, c'est-à-dire, bah, quand je l'exprime, je participe à un esprit critique collectif. Et lui, il nous parle de métacognition, comme tu l'as déjà évoqué. Il parle aussi d'humilité intellectuelle, et de la disposition d'honnêteté, donc la capacité, je pense, à discerner un peu nos intentions. Est-ce que j'ai vraiment une intention positive à l'égard de la situation? Est-ce que sous-jacent, j'ai une intention peut-être de faire du mal, de dominer l'autre, etc., même si je me mens un peu à moi-même sur mon intention? Euh, Qu'est-ce que toi tu penses de cette disposition-là? Comment est-ce qu'on peut les développer peut-être pour être un meilleur penseur critique et exprimer nos désaccords de façon peut-être plus productive? Moi, je dirais que, il y a plusieurs, aspects dans l'esprit critique. C'est pas une compétence unique. Donc, pour moi, il y a plusieurs composantes de l'esprit critique. Donc, c'est déjà avoir quelques connaissances, de ces biais. On parlait du déménagement, par exemple, où on veut pas déménager. On sait qu'il y a un biais qui s'appelle le biais du statu quo, où, quand, on a une résistance au changement, ou en fait, quand on est habitué à faire un truc, bah, du coup, on a du mal à ne plus faire comme ça et à changer d'outil, à changer de cadre, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal. Et le fait de savoir, alors ça, c'est peut-être un peu plus controversé. Moi, je pense ça, pour le coup, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais moi, je pense qu'avoir connaissance de ces biais-là, moi, ça m'aide en tout cas dans mon quotidien. Des fois, je me dis, là j'ai un peu un biais du statu quo. Je me dis ça sur ma propre pensée. Donc, certaines connaissances, comme la connaissance des biais, certaines compétences de réflexion aussi, des compétences d'analyse aussi Hmm. qui sont utiles. Et c'est aussi ce qu'on apprend à l'école, en fait. Ce qu'on apprend à l'école en français, en philo, en histoire. Euh, on se demande toujours, il y a un peu le truc connu à l'école de dire, mais pourquoi on fait ça, monsieur? Pourquoi on fait ça, madame? Ça ne va pas nous servir dans la vie professionnelle. Bah oui, mais en fait, on travaille des capacités d'analyse qui vont nous servir après pour analyser toute situation, Hmm. qui sont importantes dans notre vie quotidienne. Donc, il y a les connaissances, les compétences, il y a la manière de communiquer aussi. Et là, il y a des outils de communication qui sont pas mal. Tout ça, la CNV est assez connue. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui est totalement validé scientifiquement, même si, il y a des choses intéressantes, notamment sur la notion de besoin, de se demander, ça c'est quelque chose qui est plus travaillé en neuropsychologie sur se demander quels sont mes besoins, quels sont les besoins de l'autre, et partir de là. Hmm. Euh, donc, il y a un peu toutes ces compétences-là à travailler. Et puis après, l'intention, pour moi, il faut qu'elle soit, il faut qu'elle soit collaborative. Et un autre truc aussi, on peut verbaliser les choses. Hmm. On peut dire: «Écoute, moi, je me sens en conflit avec toi, j'ai du mal à te parler parce que, je suis hyper agacé, dès qu'on parle ensemble. On a un historique, on s'est déjà engueulé plein de fois». Heu, En fait, c'est quelque chose qu'on peut très bien verbaliser, ou même avec les autres, de dire: «Moi, voilà, je vais pas aller lui parler parce que je n'y arrive pas et la situation est bloquée, je ne sais pas quoi faire», et demander de l'aide. Quand on est dans un collectif, on parlait d'intelligence collective, bah, on peut demander de l'aide. Les managers sont là pour ça, normalement. Ils sont là pour aussi aider, de dire: «Voilà, c'est compliqué là, dans la relation, comment faire, quoi?» Des fois, un Hmm. médiateur peut aussi intervenir. Ouais, tout à fait. Et ce qui me semble assez manifeste pour moi dans le monde du travail, c'est cette inquiétude quant à la bonne volonté ou à la bienveillance des autres. Ce qui, je trouve, fait pas mal écho à quelque chose qu'on retrouve aussi dans les désaccords politiques, c'est l'impression que l'autre va forcément être euh, moins bienveillant, moins humain, moins empathique que moi je serais capable de l'être. Moi, je suis capable de discernement et de générosité interprétative et toutes ces qualités qu'on va retrouver dans un bon communicant, dans un bon penseur critique. Mais l'autre, là, il va forcément mal recevoir mon propos, mal le prendre, etc.
peut-être qu'on surestime nos compétences, partiellement, et peut-être aussi qu'on sous-estime celles des autres. Et parfois, on serait agréablement surpris de l'accueil qu'on peut recevoir en exprimant nos désaccords. Sauf que souvent, moi, ce que je remarque, c'est qu'on attend trop longtemps jusqu'à ce qu'on puisse plus ne pas l'exprimer. Du coup, on l'exprime de la pire manière possible, dans le pire moment. Et après, on est surpris que le résultat n'est pas très bon. Et c'est souvent moi, la situation que je remarque, c'est qu'au final, si on s'exerce à être dans un espèce de désaccord fécond, constant, on co-construit avec l'autre, on dit «Ah, attends, mais t'avais pensé à ça? Ah ouais, ça c'est intéressant, mais en même temps, il y a cet aspect-là, qu'est-ce que t'en penses, toi?» D'avoir cette approche très constructive tout en challengeant, en remettant en question, et les gens s'habituent à ce qu'on soit comme ça devient normal. Il y a absolument, on voit bien qu'il n'y a pas d'ego dans l'histoire. Alors que quand on t'entend pas, sauf pour une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, pour taper du poing sur la table et dire non, c'est non, je n'accepterai pas, je ne ferai pas ça. Alors que on s'est d'accord que la semaine prochaine tu le feras. Tu vois, t'as une autre réputation et donc peut-être aussi t'as moins d'efficacité dans ton désaccord. Donc, je trouve que travailler sa capacité à être en désaccord, c'est non seulement une espèce de liberté qu'on s'octroie, un peu d'expression de soi meilleure, etc., mais c'est aussi une qualité réputationnelle qu'on améliore, c'est aussi une capacité d'influence qu'on améliore, et en plus de l'esprit critique, en plus de l'amélioration de la décision collective. Enfin, donc il y a plein d'effets positifs à ça, hein. Je sais pas si tu es d'accord d'ailleurs avec cette image ce portrait que j'ai essayé de dresser, mais c'est un peu l'image que ça me donne en t'écoutant. Ouais, ouais, c'est vrai, bah, c'est un peu comme c'est en fait, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. On parlait il y a des dispositions naturelles, on parlait de la confiance en soi, et cetera, de l'estime de soi. Donc ça, c'est des choses, intimes un petit peu, mais il y a aussi une manière de travailler, une manière de parler, une manière d'explorer, les possibles, quand on travaille au quotidien, quoi. Et je suis d'accord avec le fait de ne pas attendre. C'est-à-dire que si on attend trop, mais au fond, pourquoi on attend? Parce que faut regarder les choses en face. C'est beaucoup plus confortable de ne rien dire sur le moment et après, à la pause café ou dans les couloirs, de se plaindre d'une décision qui a été prise. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire aussi et je pense que c'est arrivé à tout le monde. C'est tellement plus confortable. Et puis la vie est ce qu'elle est aussi. C'est-à-dire que là, on parle de ça, mais peut-être des gens qui se disent, ouais, mais bon, des fois, on n'a vraiment pas envie, quoi. Des fois, on est en réunion, des fois, on est un peu malade, comme je suis aujourd'hui. Des fois, on n'est pas très en forme, on n'a pas envie, on n'est pas. C'est pas le moment, quoi. Hmm. C'est pas le moment. Ah, là, pour moi, c'est pour ça que c'est un questionnement constant de se demander, bah tiens, là, peut-être je ne l'ai pas dit pendant la réunion là, mais je vais aller voir machin après la réunion pour lui dire, au fait, c'est vrai que je me suis pas exprimé, mais je n'étais pas trop d'accord avec ça. On peut en reparler à la semaine prochaine, à la prochaine réunion. Donc, c'est aussi quelque chose qui est pour moi qui est pour moi important, effectivement, de ne pas trop attendre et bah, de se regarder en face, quoi. C'est vrai que si on nous a demandé 15 fois qu'est-ce que tu en penses et qu'on a dit non, non, tout va bien, moi c'est OK, et qu'après on va dire enfin, on va dire qu'on n'a pas été d'accord, voilà, enfin, à un moment, il faut se regarder en face aussi. On peut aussi très bien avoir la posture de dire: «Bon, je suis pas d'accord, mais là, j'ai eu la flemme de me battre sur ce combat». Je trouve que c'est important aussi de choisir ses combats. On n'est pas tout le temps obligé d'exprimer tous ses désaccords sur tout. Il y a des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord et on vit avec et c'est pas grave. Pour moi, il faut faire la part des choses entre les choses qui vont avoir des vraies conséquences sur moi et les choses Hmm. où je peux vivre avec. Donc, quand on choisit ses combats, Hmm. on est plus à même de ne pas attendre sur les sujets importants. De dire: «Ah non, là franchement, Hmm. c'est vraiment un sujet, j'ai envie de le dire». Ouais, donc un peu on construit cette image de une personne raisonnable qui est à l'écoute, qui arrive à prendre en considération les besoins des autres. Et du coup, quand j'exprime un désaccord, j'ai de la crédibilité aussi pour dire, écoute, je suis pas tous les 4 matins en train d'exprimer un désaccord pour rien. Là, il y a vraiment quelque chose qui m'embête et je vais le mettre en avant. Et de manière la plus constructive possible, c'est-à-dire, ok, je pense qu'on a raté une partie du sujet, voilà ma vision, comment est-ce que ça peut s'imbriquer avec ce qu'on vient de dire pour qu'on puisse avancer ensemble, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est une dimension importante. Ça me fait pas mal aussi penser au rôle des partenaires sociaux dans le dialogue social et de manière générale dans la vie de nos lieux de travail, qui souvent
vont jouer ce rôle du désaccord, c'est-à-dire catalyser, comme ça, venir être le réceptacle de tous les non-dits, de toutes les perceptions négatives d'une situation, et en étant le réceptacle, du coup, on devient les traducteurs dans les instances représentatives. Et souvent d'une manière très directe, très confrontationnelle, pas tout le temps constructive, faut être honnête, hein, même si on comprend l'enjeu qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces rôles-là, un peu de catalyseur? On pourrait imaginer un rôle de manager aussi comme ça. Je prends les désaccords de mon équipe et ensuite je vais devoir en parler à ma propre direction, peut-être à la direction de l'entreprise. Souvent, on voit ça comme des rôles tampons qui sont un peu ingrats. Je sais pas si d'ailleurs tu as pensé un peu ce sujet-là et comment tu vois toi, un peu le rôle de ces catalyseurs du désaccord dans le contexte du travail. Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Je trouve que c'est assez intéressant ces rôles-là, et c'est souvent le rôle qu'ont les managers. Bah, pour moi, en fait, quand on prend des décisions, donc là, on est moins enfin, ouais, on est aussi sur la prise de décision dans ce que tu Mmh, dis parce que, mmh, il y a la notion de prendre les désaccords et quand on prend les désaccords, au bout d'un moment, on va prendre une décision, commune, sur un sujet. Pour moi, en fait, la décision, elle doit prendre en compte les besoins de chacun, et les rôles tampons, ils sont souvent assez difficiles et ça me fait penser, j'ai un exemple où moi je forme pas mal en établissement médico-social, mmh, donc en EHPAD notamment, et il y a souvent voilà, les rapports avec la direction. Je forme des aides-soignants, des infirmières, et cetera, des infirmiers, donc c'est parfois compliqué, quoi. Et en fait, en y réfléchissant, elles les expriment leurs désaccords et elles comprennent pas forcément, pardon, je dis elles parce que c'est là, j'ai eu un groupe là hier, il se trouve que c'était 100 de femmes, mais il y a aussi des hommes, donc voilà. Et en fait, elles comprennent pas pourquoi leur désaccord n'est pas complètement entendu. Pas mmh, complètement, des fois ça l'est un petit peu. Et en fait, on a travaillé sur, bah, en fait, vous avez un directeur, lui, c'est quoi ses besoins? C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses contraintes? Et en discutant, en creusant le sujet, on se rend compte que lui, il a énormément de contraintes qui viennent du dessus, du groupe d'EHPAD dans lequel il travaillait. Et mmh, du coup, que c'était assez compliqué pour lui de faire vraiment ce rôle de tampon. Les chefs d'établissement dans les contextes scolaires, ils ont aussi ça. Donc, pour moi, en fait, il y a une organisation du travail qui doit prendre en compte un petit peu tout le monde. Là, pour le coup, si on a une organisation qui est trop pyramidale, avec vraiment au-dessus des sous-chefs et des équipes, on va forcément avoir des rôles tampons, un peu à tous les niveaux, qui mmh, vont être un peu entre deux feux. Ça dépend des décisions qu'on prend, mais si je reprends l'exemple de l'EHPAD, si on parle d'organisation du travail et de décisions à prendre sur les soins, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à des équipes d'infirmières et d'aides-soignantes de prendre la décision, en fait, elles-mêmes? Alors après, en leur donnant les outils pour le faire et en leur donnant les contraintes et le cadre dans lequel elles peuvent travailler. Bien sûr qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, il y a des contraintes budgétaires qu'elles, par exemple, elles n'ont pas forcément en tête. Mais dans ce cadre-là, souvent, les gens, ils sont plus capables de prendre des décisions que ce qu'on croit. mmh, Donc là, c'est un peu aussi sur l'organisation du travail, mais moi, je crois pas mal dans une organisation un peu plus horizontale, mmh. sans faire peur non plus, hein, parce qu'évidemment, il y a des managers, il y a des chefs, c'est quelque chose de normal. Mais voilà, je pense que c'est Ouais. une manière. Il y aura toujours des rôles tampons s'il y a un système pyramidal, quoi. Ouais, non, j'entends vraiment ce que tu dis, c'est que en fait, il y a une organisation du travail, une organisation d'un système qui va plus ou moins générer de désaccords. Oui. Et en fonction de nos choix organisationnels, on peut du coup complètement, on va dire, amoindrir les désaccords très émotionnels ou les incompréhensions, les mécompréhensions, tout en préservant peut-être justement ce désaccord fructueux, c'est-à-dire ce travail collectif de décision qui nous permet d'agir au mieux en fonction du cadre de contraintes qui nous est donné. Et ça, c'est la partie vertueuse du désaccord, hein. On a plein de points de vue sur une question, on a un cadre, on a des enjeux et on arrive à décider ensemble, à avancer. Et la partie un peu moins fructueuse du désaccord qui est, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'informations perdues et du coup de la frustration chez les personnes qui ne se sentent pas entendues, pas prises en considération. Donc ça, ouais, j'entends bien. Ça fait écho à une autre question de Kevin aussi sur le rôle des managers. Il disait, ce serait quand même d'abord au manager d'être formé à cette vision-là pour qu'il soit capable de rendre le désaccord fécond, de stimuler la sécurité psychologique auprès des équipes, plus encore que de former des équipes à ça qui, elles,
surtout dans une situation de subordination. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es un peu dans la team Kevin là-dessus, de dire non, faut quand même d'abord former le top pour quitte à redescendre après pour stimuler l'intelligence collective, ou est-ce que tu as une autre vision des choses? Je trouve qu'il faut que ce soit concomitant. Pour moi, c'est important de former le top management et le management dans les équipes si on veut. Ça dépend sur quoi en fait, hein. Mais typiquement, moi, je donne pas mal de formations en communication dans les entreprises aussi. Euh, Si on forme que les équipes, on leur envoie le message que en fait, c'est elles qui ont besoin de se remettre en question et que les managers, eux, ils n'ont pas besoin parce qu'ils savent déjà. Donc leur Hmm, message, il est catastrophique. Par contre, si on forme que le management, en fait, les équipes vont pas comprendre pourquoi d'un seul coup, en fait, il y a un changement, il y a un changement. C'est quelque hmm, chose qui peut arriver aussi. Pour moi, en fait, alors, ça dépend pour moi, ça dépend des formations. S'il y a une formation qui est un peu transformatrice dans l'organisation du travail, qu'on veut vraiment changer un petit peu la manière de travailler, pour moi, il faut former tout le monde. Et le message envoyé, il est cool parce qu'on dit, en fait, on est tous logés à la même ancienne, on est tous apprenants dans cette nouvelle organisation et ça va être chouette et on va y aller ensemble. Si c'est des formations qui sont un peu plus ciblées, moins transformatrices, je dirais qu'il faut vraiment cibler les personnes qui sont motivées aussi pour ça. Parce que là, on parle de sujets où hmm, si on prend quelqu'un qui n'est pas du tout motivé, à qui c'est un sujet qui ne parle pas du tout, et qu'on le met dans une formation sur la communication, sur le désaccord, etc., ça va être compliqué. hmm, On hmm, sait très bien en pédagogie que le- la manière dont on arrive en fait en formation conditionne les apprentissages. Donc, ouais, ouais, je serais d'accord avec Kevin pour dire que bien sûr que les managers sont importants, mais ils font déjà pas mal, hein. Il y a pas mal d'entreprises modernes aujourd'hui, enfin modernes, il y a pas mal d'entreprises d'aujourd'hui qui ont un management plus participatif, à l'écoute et qui favorise le désaccord. C'est pas, le hmm. tableau n'est pas du tout noir, hein, je trouve. Ouais, oui, je suis assez d'accord avec toi. Mon constat, c'est aussi que globalement, enfin, ça fait plus de 10 ans que je forme mon entreprise. J'ai la chance de voir un paysage assez international aussi dans ces entreprises-là. Et globalement, on sent il y a une volonté de- d'apaiser les systèmes hiérarchiques. Alors, ils existent toujours, ils sont là, les pyramides sont là, mais un peu de les comprimer un petit peu en enlevant des couches intermédiaires qui sont vues parfois aussi comme improductives, hein, faut être honnête, hein, c'est aussi parfois la vision dans une réorg, c'est on enlève les couches intermédiaires qui se sont succédées au fur et à mesure des années, et puis ensuite dans cette compression, il y a aussi parfois une volonté de travail collaboratif. Là, je sors ce matin d'une session justement de travail sur une stratégie collaborative dans une grande entreprise française. Donc en effet, on voit ces choses-là monter de plus en plus dans l'esprit des dirigeants et des dirigeantes. Mais avec parfois des injonctions contradictoires qui viennent modérer cette tendance-là, qui est qu'à un moment donné, quand quelqu'un est un peu trop dans les accords, peut-être montre un petit peu trop sa différence, il y a quand même cette volonté de supprimer le désaccord qui est importante, des inquiétudes, des Mm. peurs, parfois dans les couches intermédiaires, plus qu'au-dessus d'ailleurs, hein. Souvent, quand on traverse la couche intermédiaire, on se rend compte que finalement, on peut discuter. C'est possible. Mais il y a parfois cette inquiétude qui est liée à un manque d'information. Moi, c'est mon analyse. En tout cas, je pense que c'est un problème d'asymétrie informationnelle. C'est je me rends pas trop compte de ce que mon boss veut vraiment. Du coup, j'imagine qu'il veut du contrôle, du pouvoir, etc. Alors qu'en fait, lui, il est très content si ça marche. Je m'en fous dans le pouvoir. Et en dessous, ça redescend comme non, faut pas dire ça, faut pas dire ci. Alors qu'au-dessus, ils s'en foutent. Et, euh, et ça, ces mes perceptions, je trouve, elles sont souvent le fruit de beaucoup de problèmes qui amènent au conflit, au final, hein, des désaccords qui peuvent amener au conflit un peu plus tard. Je suppose, toi, quelle est ta Mhm. vision de ça, mais c'était un peu mon expérience, en tout cas, de ces sujets. Oui, oui, je suis d'accord en fait, et des fois on a une vision aussi un petit peu fausse du top management. En fait, on a l'impression que oui, ils vont essayer de surcontrôler, alors qu'en fait, moi j'ai pas mal vu ça. Alors ça dépend des gens évidemment, hein, mais le côté, en fait, moi ce que je veux, c'est que ça fonctionne, et Oui. c'est que ça soit, c'est qu'il y ait une efficacité, que les gens travaillent, et voilà quoi. Mais, mais oui, oui, j'ai un peu la même vision effectivement. Ouais. Et il y a une question de Aurel dans le chat que je trouve assez intéressante, comme tu es, en plus d'être formateur esprit critique communication, tu es aussi sur l'IA. Il demande, est-ce qu'on pourrait pas mettre à profit les qualités diplomatiques de l'IA
pour exprimer des désaccords de façon plus constructive. Dans quelle mesure est-ce qu'elle peut nous aider dans cette démarche, surtout quand il y a beaucoup d'émotions et que c'est pas évident de faire la part des choses? Mmh. Ouais, bonne question. Effectivement, j'ai un chapitre dans mon livre qui parle de l'IA, même si ça n'est qu'un chapitre, voilà. Mais effectivement, c'est un sujet qui est intéressant à mettre sur la table parce que bah, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec. Euh, euh, En même temps, il y a des risques de l'IA, notamment pour notre esprit critique, parce que on a tendance à avoir une certaine passivité mentale quand on travaille avec l'IA. Et ça c'est quelque chose qui est en train d'être étudié en fait pas mal par les chercheurs. Après, l'IA peut aussi renforcer l'esprit critique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs usages. Alors, je rentre pas trop dans le détail parce que en vrai, c'est un sujet un peu technique, mais moi j'ai ciblé quelques usages qui permettent d'augmenter notre manière de travailler, d'être plus efficace, de gagner du temps, parce que c'est un peu ça le but aussi quand même, et en même temps en réduisant les risques, en faisant en sorte de ne pas perdre nos compétences, de ne pas Hmm, tout déléguer, et puis de ne pas tomber dans un risque d'uniformisation des contenus. Moi, je trouve qu'un usage très sain de l'IA, c'est qu'il nous fasse des feedbacks. Dans le désaccord, je parlais par exemple de préparer un petit texte, son petit truc, quand on va voir quelqu'un et qu'on veut lui exprimer son désaccord, bah, de demander à l'IA, bah, tiens, voilà, je vais exprimer mon désaccord, voilà mon texte, qu'est-ce que tu en penses? Et il va vous dire des trucs. Je trouve que c'est un enjeu c'est une utilisation qui est saine parce qu'en fait, on fait quand même soi-même le travail, on fait la démarche et l'IA juste augmente la qualité de notre travail. hmm, C'est quelque chose qui peut être utile. Là, je parle des IA textuelles, hein. hmm, Après, il y a l'utilisation plus demander à l'IA de nous faire un premier brouillon ou une V1 d'un texte, parce qu'on ne sait pas trop comment exprimer les choses, et ça dépend des gens. hmm. Ça peut être, bah, tiens, j'ai envie de dire à mon manager tel truc, tel truc, tel truc. Est-ce que tu peux le dire de manière un peu plus douce, un peu plus édulcorée, parce que j'ai du mal à trouver les mots. Donc, il nous fait un Hmm, brouillon et après, nous, on le relit. Et voilà. Donc, ça peut être des utilisations euh, hmm, qui sont intéressantes. Après, je ne sais pas à quoi Aurel pensait dans sa question, mais c'est vrai euh, il y a pas mal d'outils d'IA qui sont pas, qui sont des IA spécialisés pour la prise de décision et pour justement le fait d'agréger des désaccords et tout. L'IA pour prendre des décisions, je ne me prononcerai pas vraiment dessus parce que ce n'est pas un truc auquel je crois beaucoup. hmm, Mais peut-être que je me trompe. Sincèrement, je n'ai pas étudié vraiment cette question-là spécifiquement. hmm, Par contre, l'IA, il y a un truc qui est intéressant aussi. Pour créer une culture d'entreprise où on favorise le désaccord, il suffit pas de le dire. Il suffit pas de claquer des doigts. Des fois, c'est pas si évident. Des fois, on a pris un chemin et on veut revenir en arrière et on ne sait pas trop comment faire. Bah, une technique, si c'est votre cas, vous êtes manager ou patron d'une boîte et que vous voulez favoriser les désaccords de manière douce au début, c'est le fait de favoriser, de créer une sorte de plateforme en ligne via un forum ou via des questionnaires anonymes et de permettre aux gens de s'exprimer comme ça. Donc, l'anonymat fait ça, donc c'est un peu la nouvelle version de la boîte à idées. Et l'IA peut agréger les données qui ont été récoltées des désaccords exprimés en fait par les questionnaires et voilà, aider en fait hmm, à synthétiser un petit peu tout ça. Ça peut être une utilisation, mais en intelligence collective, c'est un truc qui a été dit, je ne me rappelle plus du nom du livre, Super Collectif, qui est un livre d'Émile Sevran-Schreiber, où il parle de ça. ok, C'est un livre sur l'intelligence collective qui est assez chouette super. et en fait, il nous parle de ça, de comment mettre en place un petit forum, des questionnaires. Ça peut être aussi de manière libre, il y a plein de manières de le faire, mais ça peut être un forum, par exemple, où il y a quelqu'un qui dit une idée et les autres votent pour cette idée pour dire qu'ils sont d'accord, et on voit les idées en fait qui ressortent et celles qui sont le plus partagées. Du coup, voilà. Il y a plusieurs manières de le paramétrer. Ça peut être des simples questionnaires aussi, mais voilà. Hmm. Oui, et ce que j'aime bien, ce que tu dis, c'est que, en fait, pour créer une culture de l'intelligence collective, l'objectif, c'est donc que ça devienne des espèces d'automatismes culturels. Chez nous, c'est comme ça. C'est ça une Oui, culture. C'est bah, chez nous, on fait comme ça. Et le bah, chez nous, on fait comme ça, quand c'est un peu différent de ce qu'on fait ailleurs, ça nécessite d'ancrer des petites habitudes. Que ça soit quotidien, tous les jours, on ait l'habitude de se confronter aux désaccords de façon féconde. Et ce que tu dis, je trouve, j'aime beaucoup, c'est d'avoir des dispositifs un peu partout dans les mécanismes de discussion, de décision, de délibération de l'entreprise, dans lesquels on est habitué
à contribuer, à réfléchir ensemble, à être en désaccord, puis à se mettre d'accord. Plus on s'habitue à ça, plus on développe des compétences de gestion de ces situations, et puis aussi plus on, on est démonstratif de cette culture. On y est attaché même. Chez nous, on est OK avec ça. C'est normal de ne pas être d'accord, c'est normal de faire monter des idées, c'est normal que le patron, une fois par mois, il prenne les idées qui ont le plus monté sur le message board et propose des initiatives. C'est normal que on célèbre des personnes qui ont montré leur désaccord parce que ça a au final permis de voir un problème d'une autre manière. Donc ça, c'est vraiment attaché à la question de la culture d'entreprise, qui est liée aussi à ce que beaucoup d'entreprises essaient de faire, c'est-à-dire avoir une culture de l'apprentissage. C'est les fameuses learning organizations, les organisations apprenantes. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant de penser systémiquement cette dynamique d'intelligence collective et d'apprentissage. Et le désaccord est au cœur de cette dynamique-là. Et donc la sécurité psychologique qui est nécessaire pour le produire, etc. Donc franchement, je trouve que c'est de très 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 bons exemples. Sur l'IA, je voulais revenir une seconde, parce qu'il y a deux papiers, je trouve, qui me viennent en tête, là, que j'ai lu récemment. Un premier papier sur l'IA comme médiateur, qui mettait en avant le fait que, comparé à des médiateurs professionnels, les IA médiatrices faisaient donc des résumés appréciatifs des discussions au sein d'un groupe en désaccord, qui étaient plus validés par le groupe que les résumés des médiateurs professionnels. Et ça, je pense que mon explication, c'est que juste l'IA a plus de capacité de traitement de l'information qu'un humain, arrive à beaucoup mieux engranger toutes les informations et avec les techniques de médiation, les traduire d'une manière fidèle. Là où un médiateur, bah, il est un peu limité par ses capacités cognitives d'engranger l'information pour après les traduire. Donc ça peut être, il me semble, un chemin intéressant pour l'IA. Il y a un deuxième papier que j'ai vu qui est plus récent sur le Sycophantic AI. Donc, Sycophancy, c'est un phénomène qu'on retrouve dans les IA génératives que le grand public peut utiliser. C'est le fait qu'elle soit toujours très sympa avec vous. Elle vous valide beaucoup. Vous l'avez peut-être remarqué sur le chat GPT, à chaque fois que vous lui dites quelque chose, il vous dit: mais idée géniale, c'est super, je vais révolutionner le monde. Et donc, il y a des personnes comme ça qui se font un peu avoir par cette Sycophancy, comme on dit, à penser qu'ils ont révolutionné tout un pan de la vie, alors même que c'est juste l'IA qui, en fait, leur donne envie de y rester, participer pour utiliser l'outil, parce que c'est à ça que cet outil veut, enfin c'est ça que cet outil veut. Il veut qu'on l'utilise pour en vendre plus. Et donc ça c'est un vrai risque, je pense, pour l'esprit critique, comme tu dis, et un vrai risque aussi pour notre capacité du coup à reformuler ou modifier notre façon de nous exprimer, parce que l'IA va avoir tendance à aller un peu dans notre sens. Donc une fois qu'on sait ça, on sait que dans nos prompts, on va peut-être aller encore plus à l'envers de cette tendance. Donc moi, je sais que dans mes prompts, je vais dire des trucs comme je veux que tu me challenges, remets-moi en question, dis-moi que j'ai tort. Je lui dis expressément de me pointer du doigt les pires choses que je fais pour contrer cet effet sycophantique qui existe naturellement dans les IA génératives accessibles au grand public. Je pense que ça, c'est aussi, tu parlais des biais cognitifs tout à l'heure, c'est aussi une manière d'aller à l'encontre de ces biais. Voilà, c'est beaucoup plus agréable évidemment de dire qu'on est un génie quand on écrit un prompt sur une IA. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Je voulais ajouter ces deux éléments-là parce que ça me semble intéressant, mais je sais pas si tu as. Non, mais si, carrément, c'est effectivement le Sycophantic AI, effectivement, c'est un truc qui a été constaté sur l'IA. Pour moi, on peut le réduire, en fait, tout simplement en. J'en parle pas mal avec mes étudiants, le côté, pour moi, c'est hyper important de garder le contrôle sur notre tâche et sur notre projet. Hmm. C'est-à-dire que c'est nous qui définissons, c'est nous humains qui définissons ce qu'on veut faire. Si on demande à l'IA, bah, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Il va probablement, on va maximiser l'effet sycophantique où en fait il va nous dire mais c'est super ce que tu dis, on pourrait aussi ajouter ça. Par contre, si on lui dit sur tel sujet, moi j'ai fait ça, j'ai pensé à ça, est-ce que tu as des choses à rajouter? Voilà, c'est ce qu'on appelle l'idéation Hmm. aussi dans phase où l'IA va pouvoir générer des nouvelles idées. Si on lui demande des idées, il va nous donner des idées et du coup, en fait, on va perdre la capacité à en créer nous-mêmes. Tandis que si
si on génère nous-mêmes des idées et qu'on demande à l'IA d'en rajouter, bah, en fait, on a un peu le meilleur des deux mondes. Mmh. C'est un peu ma manière de voir les choses, même si c'est un peu compliqué de parler de ces sujets-là parce qu'il y a pas mal d'études qui sortent un peu dans tous les sens. En ce moment, en tout cas, moi, ma position, c'est d'être vraiment dans le contrôle de la tâche et d'utiliser l'IA de la manière la moins risquée et en maximisant ses apports, quoi. Ouais, l'idée étant qu'elle nous aide à faire preuve de plus d'esprit critique, plus d'humilité intellectuelle, plus de capacité, qu'elle développe nos capacités cognitives, nos connaissances, et pas l'inverse. C'est vrai que le bon vieux copier-coller qu'on peut être tenté de faire après un prompt très simple du genre comment faire X et l'IA nous fait une liste et on fait copier-coller et c'est notre document de brief. Bon, là on n'a rien appris, on n'a pas Ouais. réfléchi, on n'a pas du tout profité de cet outil dans son plein potentiel. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi de ce qu'on peut faire. On s'est éloigné un tout petit peu de nos désaccords, mais on a une question de Natalia qui est assez intéressante, je vais revenir là-dessus, qui nous parle des désaccords de valeurs ou de principes. On en parle un tout petit peu au début sur alignement, désalignement, quoi. Ok, d'abord, est-ce qu'on est d'accord avec le cadre de travail qui est donné? Et ensuite, si ça c'est ok, alors on peut avoir des désaccords à l'intérieur de ce cadre. Elle nous dit, bah, du coup, si j'ai des désaccords sur les valeurs ou sur les principes, peut-être même des autres personnes qui travaillent avec moi, pas forcément du cadre de travail, mais peut-être pas mes collaborateurs, mes collègues. Euh, Comment on gère ça? Est-ce qu'on peut gérer ce type de désaccord? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, ouais, c'est une bonne question aussi parce que, en fait, pour moi, il y a pas le désaccord, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Il y a plusieurs types de désaccords et moi, j'ai travaillé ça dans mon livre avec ce que j'ai appelé les niveaux de désaccord, heu, qui vont du plus fort au moins fort. Pour moi, le premier truc, c'est déjà d'identifier le niveau de désaccord dans lequel on est. On a le désalignement, donc là, c'est effectivement quelque chose où c'est un désalignement de valeurs, c'est un peu ce qu'on disait au début, où vraiment je suis pas aligné, je il y a disons qu'en fait, le cadre même de travail, je vais être en désaccord avec. Ou c'est des fois, par exemple, la mission. La mission de la boîte, je sais pas, je bosse dans une grosse boîte qui vend des armes. Je prends un cas très extrême, mais voilà, donc je vais me dire, c'est pas bien de tuer des gens, donc voilà, je vais être désaligné, je suis en désaccord. Euh, donc il y a ça. Après, moi je distingue aussi deux choses. Il y a le désaccord, c'est-à-dire est-ce qu'on est en désaccord avec une idée ou est-ce qu'on a un avis divergent? On peut être, par exemple, tu peux dire quelque chose, Peter, et moi je vais dire, bah, en fait, ce que tu as dit, pour telle et telle raison, je trouve que c'est faux, ou je trouve que c'est pas justifié. Donc c'est un désaccord. Ou alors un avis divergent, c'est en fait, pourquoi pas ce que tu dis, mais moi je pense autre chose et c'est à côté de ton avis. Donc il y a ça, et après, en plus bas niveau, il y a le doute. Donc là, en fait, on va douter c'est juste ce que je disais sur le fait de poser des questions, être Mhm, plus dans une forme de désaccord doux et léger. Voilà. Donc pour moi, le premier truc, c'est d'identifier son désaccord. Quand c'est un désalignement, soit on s'en rend compte tout seul, soit on peut s'en rendre compte dans la discussion. Et en fait, quand on exprime son désaccord et qu'on discute avec la personne, des fois, on se rend compte que ah mais là, il y a un vrai désalignement. Là, c'est pas possible pour moi de rester dans cette boîte, par exemple. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est pas un gros mot. Des fois, les départs, c'est quelque chose qui peut être possible. Euh, ou des fois, en fait, on a l'impression d'avoir un gros désaccord. Et en fait, en nous creusant un peu, en se demandant quel niveau de désaccord j'ai, on se rend compte qu'on a juste un avis divergent sur un truc et qu'on a juste besoin de l'exprimer, que ça soit. Et en fait, parler de besoin, que notre besoin il soit entendu. mhm, Juste qu'on nous dise ah, t'as besoin de ça, tu as besoin de reconnaissance pour tel projet, ou alors tu avais besoin de t'exprimer sur ce sujet-là dans la réunion, bah écoute, merci, on a entendu ton avis, on le prend en compte. Bah, déjà, en fait, des fois, ça aide. Donc pour moi, c'est mhm, identifier le niveau de mhm, désaccord et s'il y a un vrai désalignement de valeurs, peut-être le cas le plus complexe pour si je vais me challenger au maximum, en fait, c'est quand on est avec un collègue et qu'on n'a pas la possibilité de le faire changer, quoi. Bah, pour moi, en fait, on peut soit partir de l'entreprise, soit bah, essayer de trouver un terrain d'entente ou, enfin, pas un terrain d'entente, mais un terrain de travail commun où là, pour le coup, on se réduit à notre rôle mhm, professionnel dans la relation avec la personne, quoi. C'est aussi quelque chose qui est possible. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde et d'avoir une relation forte avec tout le monde mhm. dans son travail, je pense. Ouais, ouais. Non, j'aime bien ce que tu dis entre déjà identifier dans la hiérarchie des désaccords où est-ce que je me situe et de me poser des questions
vraiment en profondeur, pas juste en surface. Sinon, tout peut apparaître comme un sujet de valeur, alors que non, peut-être qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas. Et d'ailleurs, c'est probable que si je suis tout le temps, j'ai toujours l'impression d'être en opposition sur les valeurs avec les gens, c'est probable que je surestime à quel point je suis en désaccord. Peut-être que j'ai tendance peut-être à être trop, on dirait en psychologie en psychologie de la personnalité, peut-être un niveau de neuroticisme un peu élevé, peut-être que j'ai une tendance aux émotions très fortes, donc c'est peut-être plus ça qui expliquerait mon niveau de désaccord élevé. Et puis après, il y a, comme tu dis, on peut compartimentaliser. Ok, je travaille sur ce sujet-là avec la personne, je suis pas obligé d'être son pote. On peut travailler ensemble là-dessus, voire même on peut imaginer qu'on a des valeurs sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on a peut-être aussi des valeurs communes. C'est-à-dire, on a plusieurs valeurs qui sont importantes pour nous, puis j'ai des trucs sur lesquels on peut se retrouver, et peut-être on peut se concentrer là-dessus. Là où quand on est sur d'autres sujets, bah, on voit bien qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et peut-être que si on trouve un cadre de travail dans lequel on peut être plutôt là-dessus, c'est bien. Moi, j'entends beaucoup ce décalage avec, dans le rapport salarié versus employeur, notamment sur les rythmes de travail. L'employeur qui est très orienté résultat, le salarié qui est très orienté moyen, et ce décalage un peu entre les deux. Ah, moi j'ai mon contrat, il dit tant d'heures, et puis l'autre qui dit oui, mais les clients, les besoins, les fournisseurs, etc. Et ce décalage-là peut sembler irréconciliable, mais au final, on peut se poser la question de bah, les moyens, pourquoi, les objectifs, en quelle correspondance de moyens. Donc, augmentation de la productivité, comment on peut l'augmenter, ou encore dans quelle mesure est-ce que les objectifs sont alignés avec les moyens. Et en fait, c'est une négociation, mais qui n'est pas fondamentalement insoluble. C'est un questionnement légitime en vue des contraintes des uns et des autres. Et je pense que parfois, on se retrouve à un peu monter sur nos grands chevaux sur les questions de principe, là où, en fait, il y a- il y a- il y a un enjeu légitime de discussion qui est lié au fait qu'on a des intérêts différents, et c'est OK de poser ça sur la table et de la discuter, quoi. Ouais, je suis d'accord, on peut avoir des intérêts différents et pour moi, l'important, c'est de les verbaliser. En fait, souvent, là où je trouve que quand il y a un problème, c'est quand les choses sont implicites, sont pas dites, quand il y a des non-dits, Ouais. on a des intérêts différents. Bah, écoutez, c'est pas grave, hein, on peut le dire. Pour moi, il y a aussi une notion importante, c'est, comme tu dis, en fait, dans la tension qu'il peut y avoir entre les intérêts employeurs et salariés. Pour moi, il y a un enjeu, c'est un truc que je tiens à dire, qui est important pour moi, c'est que le désaccord, c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi, pour les entreprises, parce que ça crée de l'intelligence collective, des meilleures décisions, et ça permet de créer de l'innovation plus, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose de chouette. Et ça permet aussi aux personnes de se sentir mieux. Je trouve que c'est un enjeu aussi important. Il ne faut quand même pas oublier que quand on est salarié, on est dans un rapport de subordination, donc le terme est un peu fort, mais c'est factuellement le cas. Pour moi, c'est important en tant que salarié de calibrer son engagement avec justesse. C'est-à-dire que si on n'est pas engagé du tout, bah, là pour le coup ça pose problème, puisque en fait on ne va pas être capable de produire un travail de qualité. Et d'ailleurs souvent on ne dit même pas de désaccord, parce qu'en fait ça ne nous tient pas à cœur, donc en fait on ne dit pas de désaccord. Donc s'il y a des patrons, les managers qui nous écoutent, le fait de ne pas entendre de désaccord, c'est des fois un signal même d'alerte. Donc il y a ça. Et à l'inverse, moi, j'ai pas mal travaillé dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Un engagement qui est trop puissant, qui est trop fort, qui est trop viscéral, qui est trop émotionnel dans la boîte, je trouve que c'est aussi quelque chose qui peut Hmm. devenir malsain. Du coup, mine l'esprit critique parce que, bah, en vertu d'une mission qui nous dépasse, on va tout accepter. Et du coup, bah, en fait, on est d'accord avec tout parce que c'est pour la mission, c'est pour la mission. C'est Hmm. quelque chose qui a été étudié. Enfin, voilà, je donne une petite reco, un livre de Arthur Bromoro qui s'appelle Le syndrome du patron de gauche, qui est très chouette en fait, où il parle de ça. Dans les groupes engagés militants ou politiquement, ou alors dans les associations, des fois il y a le côté, bah, c'est la mission, donc en fait on se donne pour la mission Ouais. et le désaccord il est complètement oublié. Il ne faut pas non plus tomber là-dedans. C'est normal d'être engagé dans son travail, mais pour moi, le désaccord, l'art du désaccord et l'esprit critique, il sert aussi à poser ses limites et Hmm. à dire non, mais là, ce n'est pas possible, je m'engage, mais là, tu m'en demandes trop. C'est même pas que par rapport à mon contrat de travail, c'est par rapport à
à ce que je peux produire, en fait, en tant que salarié pour garder un équilibre vie pro, vie perso, Mmh. correct, quoi. Ouais, ouais, c'est, poser, les contraintes, toutes les contraintes au même niveau. J'ai les contraintes, personnelles qui sont liées à mes besoins, personnels et l'entreprise a ses contraintes qui sont liées à ses besoins de production, d'efficacité opérationnelle et cetera et toutes ces contraintes, entre guillemets, «se valent». Parce que dès qu'elles ne se valent plus, alors il y a la domination des contraintes sur les autres. Donc, il faut aider plus de gens, produire plus, etc. Et ça nous surengage au détriment de nos contraintes personnelles, ce qui amène au burn-out, hein, souvent, ce qui amène à des comportements toxiques aussi. Donc, ça peut être dangereux. Et l'inverse, c'est-à-dire moi, en tant que salarié, vouloir dominer par mes contraintes. Donc, je me désengage. Je commence à antagoniser un certain nombre de personnes dans mon équipe, du coup ça me désengage encore plus, et ça produit encore plus de malheur que la situation d'origine. Et ça, c'est quelque chose malheureusement qu'on voit aussi pas mal. Donc, Mmh. ouais, ouais, j'entends très bien ce que tu dis. Un petit mot de la fin, peut-être, je te propose, euh, si tu penses il y a un sujet important qu'il y a dans ton livre, notamment, je le remets à l'écran pour celles et ceux qui nous regardent, l'art de ne pas être d'accord et développer son esprit critique au travail. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a raté, on est passé à côté dans cet entretien, que tu aimerais ajouter pour finir? Bah, mon petit mot de la fin, c'était le mot, je voyais l'heure passer, donc j'ai un petit peu anticipé. Donc c'était un petit peu ce que je disais sur le juste niveau d'engagement. Non, pour moi, on a abordé, la Ok. plupart des thèmes du livre. Peut-être le mot de la fin, en fait, c'est en marchant qu'on apprend à marcher aussi. En fait, le désaccord, autant d'un point de vue collectif que d'un point de vue individuel, si vous êtes un collectif ou si vous êtes une personne qui, voilà, qui est un peu intériorisé, qui a du mal à exprimer son désaccord, ça peut passer au début par des petites choses. C'est pas obligé de monter sur la table tout de suite pour faire un grand discours. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est dans le quotidien, qui est, je pense, plus important qu'on le croit dans le monde du travail, pour les Mhm. entreprises et pour les personnes. Pour moi, on gagne tous, en fait, à être capable d'exprimer sainement et sans agressivité son désaccord. Très bien, ça me paraît être un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Alexis. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis ce midi. On était une petite quinzaine, c'est pas mal. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu de monde. Nous, je pense, Alexis et moi, on va aller manger parce qu'on n'en a pas pu. J'espère que vous avez pu le faire. Et sinon, bon appétit, bon après-midi et bonne fin de semaine à toutes et tous. On se retrouve le mois prochain. Je n'ai pas encore la date fixée, mais c'est en cours pour un autre épisode de Comment parler. Ciao tout le monde! Au revoir.